Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre. Nous sommes jeudi 7 novembre. Le plaisir de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse et à l'écoute de cette émission, où que vous soyez à l'échelle du pays. Vous êtes à l'international, vous nous suivez sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur notre application mobile. Merci de nous rejoindre dans cette émission. 3 possibilités, voire 4, qui s'offrent à vous pour interagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, GGO 837 ou vous faites le 657 39 13 13 précédé de l'indicatif de la Guinée. Ça se passe aussi, je l'ai rappelé, sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hashtag espace GG. Et un peu plus tard, nous prendrons en compte vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. À la une, dispositif sécuritaire dissuasif tout autour de la maison communale de Matoto. C'est en prévision des tensions en perspective à l'occasion de la reprise attendue ce jeudi de l'élection de l'exécutif communal de cette circonscription électorale, l'une des dernières qui attendent toujours plus d'un an après la tenue des élections locales en Guinée, à donc avoir son conseil communal et son exécutif communal plutôt installé. Dans une déclaration rendue hier soir, le parti de la Cellule d'Alain Diallo a réaffirmé qu'il était hors de question pour lui de participer à une quelconque reprise si celle-ci devrait porter sur le poste de maire. Les autorités du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation, quant à elles, et le camp d'en face, le RPG Arc-en-Ciel, sont bien décidés par contre à aller à cette reprise. Pourquoi l'UFDG boycottera-t-elle cette reprise? On posera la question dans cette émission. Qu'en pense le camp d'en face? On essaiera de comprendre ce matin. Nos projecteurs braqués en fil rouge et en continu dans cette émission sur ce qui va se passer ce jeudi ici à Matoto, donc à la maison communale, tout près donc de la maison de la radio. Les nombreuses victimes du présumé arnaqueur Lousseni Philippe Sangaré réclament justice malgré l'interpellation et l'incarcération de celui qu'elles considèrent comme leur bourreau. Elles ne font pas mystère de leur crainte de voir ce dernier échapper à nouveau aux griffes des services de sécurité et de la police. On en parlera dans cette émission dans la deuxième partie avec Elhaj Suleiman Sidibé, une des victimes de Lousseni Philippe Sangaré. Il sera au téléphone dans cette émission. Passeport biométrique, on en parle ce matin. La galère des demandeurs de visa, plutôt de passeport biométrique devant les guichets de Cobank. Et cette question ce matin: fonction publique, des communicants du RPG Arc-en-Ciel ont-ils fraudé? Moussa Moïse donc sera avec nous pour nous détailler tout ceci. Merci de nous rejoindre, Roby Sarah. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour Madame So et Moussa Yoruba. Bonjour Aboubakar. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Aboubakar. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour. Bien, pour commencer, ministère de la décentralisation, Antoine, Philan Traoré finit par jeter l'éponge, vous nous apprenez ce matin. Finalement, l'information a été rendue publique, même si au départ on parlait de rumeurs, parce que beaucoup ne croyaient pas que Philan... Attention, c'est pas officiel, Antoine. C'est officiel, parce que le ministre a reçu la lettre de démission de Philan Traoré, le président également l'a reçu, et donc je mets cela sur l'angle de l'officialisation de sa démission. Et donc beaucoup mettaient cela sur le compte d'une rumeur, parce qu'on ne croyait pas que Philan pouvait arriver à ce stade-là, au regard de certaines prises de position courageuses qu'il a eu à faire durant le débat politique dans le pays. Et dans la lettre de démission qu'on a lue, on constate que Philan démissionne par frustration. Vous l'avez consulté, cette lettre de démission? Je l'ai consulté. On constate que la démission de Philan, c'est par frustration que le monsieur est parti. Il part parce que selon lui, il a mené un combat durant de longues années, mais jusque-là, il n'a pas utilisé le terme, mais c'est l'impression qu'on a, il n'a pas été récompensé à la hauteur de son engagement. Alors, il a été gouverneur de Farana durant 7 mois, on a le débarqué en 2015, et 4 ans après, jusque-là, il a été nommé conseiller
auprès du ministre Bourema Condé, conseiller principal du ministre Bourema Condé, une sorte de sanction. On envoie le monsieur au garage auprès de Bourema Condé, et après cela, il estime ne pas avoir bénéficié largement des faveurs de Sékou Touré. Et donc aujourd'hui... Même si on n'y vient pas forcément pour être récompensé quand on mène le combat politique. C'est par conviction qu'on doit le faire. Je comprends bien qu'il soit frustré, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas bénéficié de nominations, de nouvelles nominations, Antoine. Par cette frustration. Il doit y avoir d'autres problèmes, hein, des non-dits dans cette histoire. Des non-dits peut-être, mais à mon avis, Philan Traoré gouverneur, bien avant qu'il ne soit gouverneur, sous l'ère Alpha Condé, il a été sous l'ère Lansana Conté, et même on apprend que au temps de Bourema Condé avec qui il est lié, l'impression qu'on a, parce qu'on a eu à avoir l'homme en échange, il nous a donné l'impression qu'avec Bourema Condé, c'est pas trop le parfait amour. Et donc c'est l'impression qu'on a eue. Et Philan, s'il s'en va, la question c'est où compte-t-il aller? Est-ce qu'il va aller dans l'opposition comme beaucoup peuvent le pressentir? Et si c'est le cas, il a dit qu'il retournait dans son village. Hein. Il va pour y planter des choux. Politiquement, je pense que même dans sa je pense que même dans la lettre de démission qu'il a écrit et qu'il a présenté au président de la République et au ministre Bourema Condé, il est bien inscrit là-dedans qu'il préfère se retirer dans son village où il a quand même quelques biens personnels. Je pense qu'il va se retourner à l'agriculture ou à l'élevage, quelque chose comme ça. Bien. Allez Antoine, pourquoi je crois personnellement qu'il a pris trop de risques. Il est même allé trop loin en termes d'engagement politique pour se décider un beau jour comme ça de rejoindre Cellou Dalein Diallo, même si certains l'ont fait, parce que les Makanera par exemple étaient très durs avec Cellou, mais exclure en Guinée, il faut jamais exclure ça. Oui, bien sûr. Mais je me dis que pour Philan Traoré, même si il s'engageait à soutenir Dalein, je crois que Dalein va se poser plusieurs fois la question avant d'accepter un tel soutien. Mais comme Antoine l'a dit, je crois que c'est le fruit d'un certain nombre de frustrations. Parce que quand il a quitté Farana, je crois que ceux qui ont eu la chance de le rencontrer au ministère de l'administration du territoire ont trouvé dans quel bureau il se trouvait, dans quel cadre il travaillait. C'était quand même très difficile pour un conseiller, pour celui qui se disait conseiller principal d'un ministre. Je crois qu'on pouvait se poser énormément de questions. Et je crois jusqu'à tout dernièrement, il continuait, et disons il a continué à prendre des risques. Dans l'affaire de Matoto, vous avez vu comment il a fait cette sortie alors qu'il n'était même pas à Conakry, il était à Cancan, où il a pris carrément position. Oui. Et je crois que c'est trop de risques pour honnêtement ne rien obtenir. Enfin. Et surtout, la réaction du ministre a été surprenante lorsque Philan Traoré a démissionné. Selon nos informations, il n'a eu d'autres mots à dire que de lui demander de déposer les clés du véhicule de service. C'est normal quand même, Antoine. Certes normal, mais pour un collaborateur, quand il démissionne, c'est important tout de même qu'on l'appelle pour lui demander les raisons de sa démission ou échanger avec lui. Mais les raisons sont mentionnées dans la lettre. C'est important d'échanger. Humainement, c'est important. Les raisons sont mentionnées dans la lettre. Antoine, je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Ce qui est donc assez gênant dans cette histoire de Philan, c'est que l'intéressé lui-même a du mal à confirmer la démission. C'est pourquoi j'avais du mal même à évoquer le sujet, parce que lui-même il fait une sorte de réticence à parler d'un problème qui le concerne. Mais on n'a pas besoin qu'il s'exprime pour comprendre que les relations entre lui et son ministre de tutelle, Bourema Condé, sont des relations qui se sont fortement dégradées. Ouais. Dégradées, je sais de quoi je parle, au tel point que Philan Traoré, selon les remarques que j'ai pu faire, est laissé pour compte au niveau de l'administration du territoire, conseiller personnel qui a du mal à entrer en possession de son budget. Mais au-delà de tout, je serais très étonné que le président Alpha Condé lâche un homme qui fait aussi grand dans la démagogie, qui fait la promotion du 3e mandat de façon assez ouverte, sans commune mesure, qui estime qu'il est capable de faire son appel contre Ousmane Gawal si jamais on tentait à forcer le cas de Matoto. Donc un homme qui se bat et qui dit ouvertement toutes ces choses que le président Alpha Condé aime entendre. Ça m'étonnerait qu'il laisse partir un tel homme, parce que tant que vous ne pouvez pas lui envoyer une sorte de mobilisation électorale, si vous ne lui êtes pas du tout, si vous n'êtes pas important ses yeux sur le terrain politique, Alpha Condé peut se débarrasser de vous. Mais lorsque vous avez la gueule que Philan Traoré a,
Ben, ça me tonnerait que le président Alpha Condé laisse partir ce bonhomme. Ben, attendez de voir. Mais en tout cas, s'il partait, ça va être quand même c'est-à-dire une petite soustraction de la grande mare de ceux qui soutiennent le troisième mandat. Non, mais il n'a pas laissé. Bien, pour clore, il a pas lâché les Macanera. Ce sont eux-mêmes qui sont partis. C'est eux qui sont partis, qui se sont rendus compte qu'ils. Non. Oui, enfin, si tu veux partir, on te retient pas. Mais après, quand tu pars, tu te rends compte que tu t'es égaré, tu reviens. C'est ce que Macanera a fait. Je pense qu'il était parti en création. Il est revenu à la maison. Philan Traoré, est-ce que c'est la même stratégie? Je ne crois pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que lui, sa proximité avec le président Alpha Condé, c'est que la lettre de démission est arrivée à Sékou Touré avant que ce ne soit déposé chez le premier concerné, chez le ministre de l'administration et du territoire. Je pense qu'il en a appris à ses dépens. Les rumeurs circulaient déjà même avant bien que la lettre ne soit déposée chez le ministre Burma Condé. Je pense que ça sent le roussi entre les deux. Mais moi, ma foi, à mon avis, partant de l'analyse de Moussa, je crois que le président de la République va l'utiliser à quelque part d'autre. Quelque part d'autre, peut-être. Au grand garage, pourquoi non, pas? Mais pas forcément au grand garage, peut-être à l'intérieur du pays, puisque c'est, comme dit Moussa Moïse, c'est une grande gueule, c'est un bon batteur de campagne. Je pense qu'il va servir de ce côté-là, vu que l'objectif, c'est bien évidemment de faire la promotion du troisième mandat. Je pense que le président de la République, ce sont des instruments qu'il va utiliser pour battre campagne pour lui, parce qu'il a quand même ce courage, il a cette audace. Bien, allez-y, Madame Hiro, pour clore. Qu'il a démissionné, qu'il voudrait rentrer dans son village pour faire quelque chose, c'est tout à fait normal. Je vais prendre l'exemple sur ce ministre Bayloté-Luel. Effectivement. Qui, après avoir quitté le gouvernement, est rentré dans son village où il est en train de travailler, où il est en train de travailler à l'autonomisation des femmes, il est en train de faire de l'agriculture, de l'élevage. Je pense qu'il faudrait bien qu'on puisse faire quelque chose après le gouvernement, ou bien qu'on puisse vivre après le gouvernement. Après l'administration, oui. Après l'administration, on n'est pas obligé forcément d'être là, parce que quand vous n'avez rien d'autre à faire que d'être dans ce gouvernement où vous estimez que oui, c'est une vie, c'est là qu'il faut tout faire, c'est là qu'il faut puiser puissamment, parce que Moïse a touché quelque chose qui est très important. Il dit qu'il n'a pas son budget. Est-ce que tout tourne autour de l'argent? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas son budget qu'il est parti? Moi, je me pose bien la question, parce que vous dites qu'il est fortement engagé. Le conseil n'a pas de budget. Non, mais attendez. Attention, il y a des primes qui existent. Est-ce que c'est à cause de l'argent qu'il est parti? S'il est parti à cause de l'argent, ça veut dire qu'il n'est pas fortement engagé auprès du président Alpha Condé. Parce que l'engagement, quand on s'engage, le volontariat, c'est un peu comme le volontariat. Quand vous vous engagez avec conviction, vous ne vous attendez pas forcément à quelque chose. La récompense peut venir plus tard, mais ça dépend de votre labeur, du travail, de tout le travail que vous avez abattu sur le terrain. On a besoin d'un minimum, mais quand tout tourne autour de l'argent, parce que dans ce pays, on a l'impression que c'est ça. Tout tourne autour de l'argent. Sinon, pourquoi en parler? S'il a décidé de rendre le tablier, qu'il part travailler ailleurs, à son village, il pourrait apporter des choses à d'autres personnes. On va progresser dans cette émission. Roby, cette galère, Roby, si tu permets, passeport biométrique, la galère des demandeurs devant les guichets d'Ecobank. Alors je veux pas faire dans l'excès, mais ce qu'il faut dire, c'est que réellement le processus d'obtention du passeport biométrique aujourd'hui, un véritable parcours de combattant. C'est comme aller je sais pas moi, au Maroc pour traverser et aller en Espagne. C'est un véritable calvaire. Je pense que, et ça c'est dès le début, parce qu'au début on vous dit d'aller payer un espèce de reçu à Ecobank, les frais de confection, donc 500 000 à Ecobank, 500 000. Mais vous vous rendez compte que il y a des citoyens qui banalement font 5, 6, 7 jours devant le guichet ou devant les guichets de Ecobank pour pouvoir verser les 500 000 et obtenir les reçus, sans compter tout le calvaire que vous traversez le long du processus. C'est vraiment un pèlerinage que d'obtenir un passeport biométrique aujourd'hui. Je pense que l'État doit réfléchir à un moyen qui permet de faciliter le paiement de ces reçus au niveau des... On peut mettre à contribution toutes les banques primaires, ou même, Abakar et moi on avait la réflexion ce matin, ou mettre en contribution Orange Money, c'est pas pour faire de la publicité, Orange Money, que les citoyens puissent y payer facilement les 500 000 et qu'ils aient ou Mobile Money, ou je ne sais pas, en tout cas plusieurs opérateurs économiques dans ce sens-là, pour que les citoyens puissent avoir la facilité de payer, obtenir les reçus et aller au ministère de la Sécurité pour confectionner leur passeport. Mais même là,
même au ministère de la Sécurité, vous avez vu, c'est tellement difficile aujourd'hui de passer toutes les étapes d'obtention de ce passeport, les formalités de ce passeport biométrique. Je pense que on doit réfléchir. On se souvient du scandale du scandale du côté d'Ecobank avec la confection des vrais faux reçus qui finalement ont créé beaucoup de complications et créé beaucoup de litiges entre la société Iris et la banque Ecobank, avec laquelle elle a des contrats de sous-traitance pour bien évidemment délivrer les reçus aux demandeurs de passeports. Je pense qu'il est important aujourd'hui que l'État Iris et le ministère de la Sécurité réfléchissent que ce ne soit pas un monopole d'Ecobank. Parce que ça ne suffit pas. 100 demandeurs par jour quand même, ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas comprendre que pour la simple obtention d'un reçu, d'un versement et d'un reçu, que vous soyez traîné pendant une semaine. Effectivement. Vous allez devant Ecobank ne peut pas faire payer ses propres turpitudes aux citoyens. C'est pas possible. C'est que vous allez devant les guichets de versement de ces reçus-là. Vous voyez des personnes âgées qui sont malades, qui soit veulent aller se faire soigner au Maroc ou au Sénégal ou je ne sais où, entrer dans une ambassade pour demander un visa pour les soins de santé, mais qui finalement sont traînés pendant une semaine avec tout leur état et toute leur souffrance pour pouvoir, il ne serait-ce que obtenir le reçu. Ça, c'est la première étape. Et va suivre ensuite le calvaire du ministère le calvaire de Koléa. Le calvaire de Koléa. C'est comme monter l'Himalaya. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir pitié. Il faut qu'il y ait une pitié dans ce pays. Il faut qu'on sache que les populations à tous les niveaux souffrent. Il faut absolument revoir cette situation. C'est une pièce d'identité vitale pour les gens qui veulent voyager. Je pense que le processus doit être facilité. On doit multiplier les guichets de paiement de ces reçus. On doit multiplier je ne sais pas moi, les lieux de délivrance des passeports, il ne serait-ce que des passeports ordinaires. Je pense que même on peut aller. Ça c'est une bonne réflexion. Il faut quand même démultiplier les points de délivrance des passeports. Il faut décentraliser. C'est ça. Vous pouvez faire ça commune par commune. Vous pouvez faire ça commune, installer des points. J'imagine, Roby, peut-être que je ne suis pas bien informé. Vous ne pouvez pas être à l'abbé et vous procurer un passeport. C'est pas possible. Même à Zérékoré, vous venez ici. Même à Zérékoré, vous venez ici. Vous venez à Conakry. Même à Yomou, il faut venir à Conakry. Donc, ce qui fait que vraiment, voyez-vous, il y a tout un peuple dans la cour du ministère de la Sécurité tout le temps. Et la file d'attente est longue. Les fonctionnaires du ministère de la Sécurité sont débordés. Parfois on est au bord du risque entre les populations et les agents de sécurité. Ça insulte, c'est vraiment un gros bordel de ce côté-là. Je pense qu'il faut mieux organiser, il faut mettre plus de moyens, il faut que les communes soient impliquées, il faut détacher les succursales de Iris pour enregistrer, il ne serait-ce que pour l'enregistrement. Vous pouvez les détacher dans toutes les communes à travers le pays pour que les gens puissent y aller, s'enregistrer. Même si après la délivrance ou la confection du passeport est centralisée, ça, il n'y a pas de problème. Au moins, ça décharge un peu les citoyens. Tu as vu un peu le soleil, le calvaire qu'il fait quand ils sont dans la cour du ministère de la Sécurité. On ne parle même pas du début à Ecobank. Je pense que la supplice commence du côté de Ecobank. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Allez-y, Moussa Moïse. Je pense que pour des raisons de sûreté et de sécurité, c'est pas possible pour l'instant de décentraliser tout ça. Comment ça, Moussa? Mais comment ça? Mais il faut mettre les mêmes dispositifs de sécurité quand même partout dans le pays, Moussa. Ça se fait avec les cartes d'identité, il faut le faire avec les passeports. Non, s'il vous plaît. Ah ben non. Non, ça passe pas, Moussa. Non, c'est un moyen informatique, tu t'es mal réveillé Miro. ce matin, Moussa. Ça passe pas chez toi. Oui, ça passe pas. Ça passe très bien. Non, mais si Moussa, tu peux pas être contre la décentralisation de ce service. Le fait que nous n'ayons pas pour l'instant les moyens matériels, les moyens informatiques et les moyens humains, parce que d'abord, il ne faut pas oublier que l'interview se passe et qu'à l'issue de on ne peut pas faire l'interview à Abeila. S'il te plaît, mais je sais de quoi je parle. Mais je suis en train de relever le fait qu'il y a tellement de fraude, de faussaires dans ce domaine qu'il serait aberrant pour l'instant, alors qu'on n'a pas fini pour la zone de Conakry de déceler toutes les failles. Il serait aberrant pour l'instant de décentraliser tout cela. Lorsqu'on aurait pu véritablement gérer le monde de Conakry, je pense qu'on pouvait tenter de décentraliser tout cela. Mais à Conakry, ça ne va pas. Des gens continuent de passer. Aujourd'hui, à midi, il y a des personnes qui vont être présentées à l'aéroport. Heureusement que l'aéroport de Conakry s'est doté d'un centre de détection des faux documents. Mais combien de citoyens étrangers se sont procurés de nos passeports pour sortir de l'aéroport? Aujourd'hui, même des passeports biométriques. Mais écoutez, combien de personnes
l'ont fait. Mais maintenant, je pense que quand on aura fini de bien d'avoir tous les outils qu'il faut pour la détection de ces faux passeports, de ces faux documents, on pourrait maintenant démultiplier à l'intérieur du pays. Mais vous avez déjà un échantillon, vous n'arrivez pas à agir. Si vous démultipliez ça dans les interviews, la corruption est telle que vous allez voir que des Léonais, des Burkinabés et autres vont se procurer des passeports guinéens. Parce que les interviews, il y a quand même quelques petites étapes, il y a quand même quelques petits critères. Voilà, donc le risque est très élevé. C'est pourquoi nos passeports, deux fois les documents guinéens, n'ont pas cette valeur aux yeux de certaines autorités, même de la sous-région. Parce qu'on estime qu'on ne fait pas assez dans le contrôle. Imaginez, comme on appelle, je parle maintenant du calvaire. Je pense qu'il n'est pas normal que pour avoir un passeport, qu'un citoyen soit obligé de se lever à 5 h du matin pour aller attendre même avant un guichet. J'ai vu des gens. Et avec tous les problèmes de connexion. Mais quand tu arrives, même à 5 h, dès que la banque ouvre, on dit non, il n'y a pas de connexion. Vous trouvez qu'il n'y a pas de connexion. C'est extraordinaire. Vous trouvez quelquefois qu'il n'y a plus personne. Et également, j'ai pu constater, puisque j'étais allé récemment du côté du ministère de la Sécurité, j'ai pu constater que sous l'énorme hangar, il y a des crieurs publics qui sont là, mais vous regardez les nerfs de la gorge, les nerfs à force de crier le nom des personnes à passer l'interview, les nerfs sont devenus assez gros. Aminata Touré. Ça prend tout le ministère. Ils n'ont pas de mégaphone. C'est trop archaïque, monsieur. Ils n'ont pas de mégaphone. Le policier qui passe l'interview assis tranquillement avec son stylo, il dit appelle Aminata Touré. Il crie Aminata Touré. Il dit appelle Lucie Camara. Mais c'est extraordinaire. Vous vous levez, on a l'impression que c'est pour passer un examen ou bien pour obtenir un diplôme. C'est pas la peine. Donc on n'a pas fini de moderniser tout cela à Koleya. Je pense que pour l'instant, limitons les dégâts. Essayons de gérer ce qui existe du côté de Koleya. Merci. Allez-y, Madame Hiro. Et sans oublier, on a appris que des chancelleries ont commencé à rejeter le passeport des services guinéens à cause du changement de couleur. Et il n'y aurait pas eu de communication entre le ministère des Affaires étrangères et les chancelleries. C'est réglé. Bien. Je pense que c'est réglé. Il y a une note de service qui a été adressée aux chancelleries. C'est bien alors. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais moi, j'imagine juste ce que vous venez de dire. Imaginez qu'on dise qu'on ne prenne que 100 personnes. On prend juste 100 personnes par exemple par jour. Imaginez ces personnes, ces vieilles personnes qui veulent aller faire un traitement. Normalement dans les banques ça se passe comment? Les vieilles personnes, les femmes enceintes et les nourrices généralement sont privilégiées. Je me demande comment une vieille personne peut passer toute une semaine à attendre de pouvoir faire un versement. Et imaginez, ça c'est juste pour le versement. Après, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Si c'est quelqu'un qui est réellement malade et qui est dans l'urgence de pouvoir être évacué, j'imagine que la personne va trépasser avant de pouvoir voyager. C'est possible. Et c'est dommage quoi, pour ce pays qu'on en soit là encore, qu'on soit là toujours. Partez à Koleya, voyez ce hangar. On n'a même pas été à mesure de construire des bureaux. Imaginez comme le nombre de personnes qui se procurent de passeports par jour. Combien d'argent réussissons-nous à récupérer par jour? Depuis combien d'années? On ne parvient même pas à construire des bureaux dignes de nom pour ces personnes qui travaillent là-bas. Quand vous partez le plus souvent derrière, il n'y a même pas d'archives parce que les documents sont jetés derrière à même le sol. Imaginez, ça c'est Conakry. Comment peut-on faire la même chose à l'intérieur du pays? On n'a même pas de bureau à Conakry. Comment peut-on penser, imaginer, construire à l'intérieur? Et c'est vraiment dommage qu'on en soit là encore, que nous répétions la même chose tous les jours. Où va l'argent? Où va l'argent versé par les citoyens guinéens? Cet argent-là va où? Il sert à quoi? C'est la question qu'on se pose. Le minimum aurait été qu'on puisse mettre en place des bureaux pour ces personnes qui travaillent là-bas, que quand les gens viennent, ils ne s'asseyent pas. Quand vous rentrez, ça fait quelquefois c'est honteux pour des compatriotes, par exemple, qui sont obligés même de quitter l'étranger pour rentrer en Guinée. On en a parlé récemment pour avoir des passeports. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'organisation. En Guinée, on ne prend jamais les dispositions à l'avance. On attend toujours que les choses pourrissent pour essayer de prendre des décisions. Et c'est vraiment dommage pour nous. Parce que les gens qui viennent ici, parfois, il y en a qui ne peuvent pas rentrer, par exemple, parce qu'ils n'ont pas le papier. Normalement, les chancelleries devraient s'organiser pour donner des visas à nos des passeports, j'allais dire, à nos compatriotes qui sont de l'autre côté. Pour leur éviter des difficultés. Des missions ont été déployées quand même sur un certain nombre de continents pour aller faire des passeports pour nos compatriotes sur place. Ça a été fait quand? Oui, ça doit se faire il y a eu des missions, ça ne suffit pas quand même. De façon répétitive, effectivement. Pas des missions
qu'il faut. Les chancelleries sont là-bas, c'est leur rôle. Les ambassades sont là. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait des missions? Pourquoi il faut des missions permanentes. Ça coûte cher. Il faut des missions permanentes. Des gens qui sont là, qui font le recensement, qui donnent les papiers qu'il faut à nos compatriotes parce qu'ils en ont besoin. Mais voyez, vous posez la question de savoir qui peut prendre le passeport en Guinée. Quels sont les documents qu'on demande ici, parfois le plus souvent, quand vous avez besoin de prendre un passeport? Les choses les plus élémentaires, n'importe qui peut peut les avoir. Quand vous demandez un certificat de résidence, n'importe qui peut avoir un certificat de résidence. Il suffit d'aller payer 5 000 au chef de quartier. Que vous soyez guinéen ou pas, vous payez 10 000 francs, on vous le livre. Moussa parlait de sécurité. Donc, c'est toute la chaîne qui n'est pas sécurisée. Jusqu'à présent, je pense qu'il y a un long chemin, un grand travail à abattre à ce niveau. Le Moussa parlait de sécurité. Permettez-moi, Moussa parlait de sécurité. Le tout premier document à vraiment sécuriser, c'est l'extrait de naissance. Et la carte d'identité. Oui, mais c'est l'extrait de naissance qui sert à faire la carte d'identité. À partir du moment où on a vraiment sécurisé l'extrait de naissance, je pense qu'on aura franchi un grand pas. Mais parlant de la décentralisation, on n'est pas en train d'emblée de dire qu'il faut décentraliser toute la fabrication de passeports dans les communes. Non, moi je parle simplement, ne serait-ce que la première étape de l'enrôlement. Rien que l'enrôlement, je pense que ça peut être décentralisé parce que même les chefs de quartier peuvent être impliqués dans... Permettez-moi d'aller plus loin. Si, ils peuvent être... Non, écoutez, mais il ne faut pas dramatiser. Non, faut pas dramatiser. Ils connaissent bien les populations qui vivent dans leur localité. Ils donnent les certificats à n'importe qui. Vous voulez que ça parte là-bas? Comme l'a dit Moussa, c'est bonjour la corruption. Si vous impliquez les chefs de quartier, c'est mal parti. Écoutez, c'est la catastrophe. À côté de ça, vous les impliquez, mais à côté de ça, il faut des sanctions, il faut des rigueurs pour les faussaires. Est-ce que maintenant là, il y a des sanctions? Ça ne passe pas. Madame Hiro, je suis en train de donner des pistes de solutions. Je ne suis pas en train de vous dire. Ce n'est pas la bonne piste. Écoute-moi. La piste n'est pas la bonne. Antoine, écoute, permets-moi de parler. Les chefs de quartier ne sont pas les bons choix dans ce domaine. Antoine, écoute-moi, je dis encore une fois. Dans ce pays, ce qui manque, c'est les sanctions. Aujourd'hui, vous n'avez pas impliqué les chefs de quartier. Vous ne retrouvez pas des problèmes? Il y a des problèmes. Ils ne sont pas la solution. Mais aujourd'hui, la délivrance des parents, Moussa est en train de parler des failles. Il est en train de parler des failles. Pourtant, les chefs de quartier ne sont pas impliqués. Ce sont eux qui peuvent nous aider à corriger ces failles. Leur implication à un certain niveau, il ne serait-ce que dans l'enrôlement et la sécurisation des extraits de naissance, peuvent apporter une solution viable. Encore une fois, je dis, il faut démultiplier l'enrôlement. Il faut délocaliser l'enrôlement pour que tout ce monde-là arrête d'aller faire la queue au niveau de colère. Merci. Allez-y, Antoine. J'ai juste envie que Roby oublie l'idée des chefs de quartier parce que seulement le certificat de résidence. Faut pas diaboliser les gens. Non, c'est pas une diabolisation. C'est bien, Roby. On va s'écouter. Allez-y. L'exemple simple des certificats de résidence, vous savez, c'est qui se passe. Quelqu'un de Dabompa se fait enrôler à Kaloum en étant citoyen de ce côté-là sur la base de 10 000 francs guinéens sans qu'on ne sache d'où il vient. Est-ce qu'il va reprendre? Non mais attendez, c'est un exemple palpable. Oui mais c'est trop puni. Est-ce qu'il va reprendre? Roby, on a dénoncé quel scandale. C'est ce qu'on veut, Madame Hiro, dans ce pays. Il faut commencer à punir les faussaires. Merci Roby. Vous continuez le débat chez vous. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.